Arrête tout. Regarde-toi honnêtement. À quel moment as-tu décidé que ta vie devait être un exercice de prudence, de retenue, d'adaptation permanente aux attentes des autres? Tu crois agir par bonté, par humanisme, mais tu exécutes un programme qui n'est pas le tien et qui te façonne bien plus profondément que tu ne l'admets. Europe, année 1880, sous tes pieds, l'histoire bouillonne, l'industrialisation déchire le tissu du quotidien, les églises perdent leur monopole sur les consciences et l'ouvrier moderne découvre, dans l'anonymat de la foule, la violence sourde d'un monde où l'individu compte pour peu. Nietzsche isole alors une mutation insidieuse, la naissance d'une morale des esclaves. Sa généalogie de la morale ne fait pas dans la dentelle. Selon Nietzsche, c'est face à une oppression massive, lorsque l'action est impossible et que la force s'impose brutalement, que l'esprit humain retourne l'arme contre lui-même. Tu ne peux pas vaincre, alors érige ton impuissance en vertu. Transforme la passivité, l'obéissance, la soumission en qualité cardinale. Voici l'ingéniosité tordue de la morale des esclaves. Elle construit une logique des valeurs dont le but secret est de justifier l'absence de puissance en la portant comme un drapeau. Mais ne t'y trompe pas, ce piège ne se limite pas au passé. Ce que tu vis aujourd'hui, la honte de prendre la parole, la peur d'affirmer ce que tu veux, l'angoisse d'être jugé sur les réseaux sociaux, tout cela est le prolongement numérique de la culpabilité religieuse d'autrefois. L'application a changé, mais le code du logiciel reste le même. Ta bibliothèque de développement personnel est le mausolée de toutes les impulsions que tu as reniées pour plaire aux autres. L'erreur serait de croire que Nietzsche fustige la bonté ou l'entraide. Le cœur de sa critique, c'est le ressentiment, cette ruse de l'impuissance qui transforme le refus d'agir en faux mérite. La solidarité authentique, il ne la condamne nulle part. Mais lorsque tu acceptes que céder sans cesse, t'annuler soit un bien en soi, tu t'installes dans la cage dorée de la morale des esclaves. Si tu sais toujours ce que tu dois faire mais jamais ce que tu veux profondément, n'es-tu pas déjà enfermé dans la cage dorée de la morale des esclaves? Observe cette logique à l'œuvre dans la société d'influence actuelle. La morale moderne est un logiciel malveillant, installé à ton insu dans l'architecture de ton désir. Ce que tu nommes adaptation n'est trop souvent qu'une prison psychologique auto-entretenue. La question n'est plus seulement historique, elle est dans la programmation de chaque moment où tu trahis ta propre volonté pour t'adapter à la meute, pour ne pas déplaire, pour survivre. Dans la prochaine partie, prépare-toi à découvrir comment ce mécanisme d'auto-sabotage s'infiltre aujourd'hui, jusque dans les algorithmes qui orchestrent tes rapports aux autres et qui te récompensent chaque fois que tu t'effaces un peu plus. Tu penses être maître de ton destin, libre de façonner tes choix, mais regarde ce qui t'entoure. Aujourd'hui, chaque impulsion, chaque élan qui sort du moule se heurte à une barrière invisible, la honte, la surveillance numérique, la menace d'exclusion. La société contemporaine façonne des victimes en série, puis les loue pour leur capacité à souffrir silencieusement. Ne va pas croire que c'est une victoire morale, c'est un piège millimétré qui achève de te discipliner sans que tu t'en aperçoives. Les techniques de culpabilisation ont muté depuis la disparition du confessionnal chrétien. Aujourd'hui, c'est ton fil d'actualité qui t'attend au tournant. Un simple écart, une idée hors norme, et tu deviens cible d'une armée d'avatars, experts en ostracisme, sous couvert de bienveillance. Cancel culture, harcèlement déguisé en appel à la responsabilité, glorification de la vulnérabilité stérile, tout s'organise pour que tu n'oses plus désirer, en dehors des balises autorisées. Reprenant les mécanismes décrits dans la première partie, nous voyons à quel point l'autosabotage ne relève plus du choix personnel, mais d'un dispositif collectif d'organisation de la honte. La culture de la honte s'étend sur le mental comme une brume toxique, invisible, pénétrante, persistante. Nietzsche identifie à la racine de cette dynamique le ressentiment, ce poison lent qui naît lorsque tu n'agis plus, que tu transformes tes douleurs et tes frustrations en dogmes moralisateurs. Dans la généalogie de la morale, il pose le diagnostic, le ressentiment, c'est l'impossibilité de transformer la souffrance en création, qui se retourne alors contre soi et contre les autres, et qui fait de la faiblesse une vertu suprême. Mais attention, réduire le ressentiment à une simple jalousie, à une amertume banale, c'est passer à côté de sa puissance corrosive. Ici, la société travestit l'impuissance collective en valeurs partagées, en hashtag tendance, jusqu'à faire oublier que la vertu servile n'est qu'une fuite devant le désir authentique. Regarde bien, pourquoi pleures-tu devant les succès des autres, si ce n'est parce que leur singularité met en lumière ton abdication? Chaque scroll sur les réseaux te rappelle l'urgence d'être dans la norme, jusqu'à l'autocensure, la répression de tout ce qui t'irrite ou t'anime. L'autosabordage n'est donc plus un vice secret, c'est un idéal, un mode d'emploi promu par les algorithmes. Aujourd'hui, la morale des esclaves n'est plus tenue par des prêtres, mais par des algorithmes qui récompensent la vulnérabilité factice et punissent l'irrégularité individuelle. Tu te retrouves alors à limiter tes propres désirs, à anéantir tout élan déviant,
Et cette prison est acceptée parce qu'elle est distribuée en microdoses, à chaque notification, à chaque like absent, à chaque peur d'être montré du doigt. Mais jusqu'où es-tu prêt à te nier pour ne pas te confronter à la puissance de ton vrai désir? C'est là que s'ouvre le carrefour. Continuer à répéter les rituels auto-aliénants ou chercher la brèche qui mène hors du ressentiment. Dans la troisième partie, cette analyse culminera avec la possibilité d'une échappatoire radicale, la volonté de puissance comme antidote à l'intériorisation paralysante. Prépare-toi, car sortir de la brume exige plus qu'un changement de décor. Il te faudra retourner l'arme du conditionnement contre lui-même, ou demeurer prisonnier de ta propre négation. Suppose un instant que tu ouvres les yeux au beau milieu d'un théâtre où tout semble faux. Les masques des autres, leurs cris d'enthousiasme mécanique, leur posture d'assurance factice. Tu penses distinguer la liberté, mais tout ce que tu vois n'est qu'une galerie de miroirs déformants. Ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance ne s'agite nulle part ici. La pièce qui se joue devant toi n'est qu'une caricature, une contrefaçon docile. La majorité vit comme si elle était déjà la version piratée d'elle-même, incapable d'exécuter la moindre commande authentique. N'as-tu jamais repéré ce schéma dans tes propres attitudes? Un élan vital étouffé par une peur subtile du rejet, une inspiration fracassée par l'angoisse de ne pas correspondre au bruit dominant. As-tu déjà ressenti cette crispation intérieure, ce moment où tu fais le contraire de ce que réclame ton propre élan vital? Voilà le gouffre que la morale des esclaves a creusé en toi. Tu redoutes la solitude de celui qui tranche. Tu préfères la tiédeur de la masse à la brûlure de l'affirmation. Les faux prophètes du développement personnel font commerce de ta fragilité, répétant à l'infini que s'affirmer, c'est dominer, vaincre, exhiber une confiance surjouée. Or, tout cela est un mensonge. La volonté de puissance, chez Nietzsche, n'est pas l'art d'écraser, mais celui de s'engendrer soi-même, un processus de transformation continue, où chaque faiblesse se polit jusqu'à devenir intensité, singularité, point de vive plutôt que terrain vague. Penche-toi sur par-delà bien et mal. Port de Rafsi, vivre, ce veut dire pour nous constamment éliminer de nous ce qui veut mourir. Ce n'est pas la sélection du plus fort, c'est la création intérieure du plus intense. Et dans les fragments posthumes, la volonté de puissance est définie comme l'affirmation, non contre l'autre ou avec la meute, mais dans l'approfondissement intransigeant de ce qui demande à naître de toi. Maintenant, regarde autour de toi. Chaque fil Instagram, chaque évangile du Husserl, te promet la clé magique pour être celui qui gagne. Mais tout ce mimétisme t'éloigne de ce que tu dois être. S'auto-affirmer, ce n'est pas s'auto-hypnotiser devant un miroir ou adopter la posture alpha, c'est apprendre à discerner là où tu te sabotes, là où tu refuses la friction du réel, là où tu troques le vertige de la création contre la sécurité du plagiat moral. Rien ne garantit que te voir en face va t'offrir la paix. La lucidité peut même t'enfoncer plus loin dans l'angoisse. Mais c'est le seul point de passage, hacker le code dominant, retourner contre lui ses propres armes, transmuter la contrainte en occasion de croissance. Voici la lame nietzschéenne, elle te sépare de la masse, polissant tes failles jusqu'à en faire des pointes. Si tu espères une recette, tu feras naufrage. Seul compte la tension permanente vers un soi qui s'invente et se risque à chaque instant. Tu te retrouves face à toi-même, sans garantie, avec la responsabilité de choisir ou de continuer à trahir ton élan vital par commodité. Ce n'est pas un conseil, c'est le nœud autour duquel ton identité se forme ou se dissout.